Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. C'est officiel, les cautions pour les élections ont été fixées par la CENI à 8 millions de francs guinéens, c'est le montant qu'il faudra débourser pour les candidats dans les communes urbaines et 3 millions pour ceux des communes rurales. Et sur le terrain, la décision de la CENI fait des mécontents. Le Maouloud est célébré cette nuit dans bon nombre de pays musulmans. La Guinée n'échappe pas à cette règle. Des prières intenses auront lieu dans les différentes mosquées du pays. Vous aurez des explications sur le sens de cette fête dans ce journal. Et puis les pêcheurs amateurs perpétuent une tradition d'Istanbul. Ils perpétuent une vieille tradition d'une ville traversée par la mer. Mais les poissons se font de plus en plus rares, conséquence de la pollution et des mauvaises pratiques de certains. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Espace TV. La Commission électorale nationale indépendante vient de fixer la caution pour les élections communales et communautaires, 8 millions pour les communes urbaines et 3 millions pour les communes rurales. Ce sont les montants qu'il faudra débourser pour être candidat à ces élections. Une décision qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Au lendemain de cette déclaration, des responsables politiques ont désavoué cette décision du président de la CENI qui l'accuse d'avoir ignoré leurs propositions. Abdourahmane Ba et Aliouba. 8 millions pour les communes urbaines et 3 millions pour les communes rurales. C'est du moins le montant fixé par le président de la Commission électorale nationale indépendante et ses pairs. Une somme exorbitante aux yeux de plusieurs membres des partis politiques. Ces élections sont des élections citoyennes. L'UFR souhaite un scrutin inclusif. Avec ces montants, certains ne pourront pas participer aux élections simplement parce que le montant est élevé. Alors que nous voulons des élections inclusives. Et nous, à l'UFR, nous considérons que c'est les seules élections citoyennes. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'élections à la base dans les quartiers. D'après ce député de l'Union des forces démocratiques de Guinée, cette décision est unilatérale. Aucune de leurs propositions n'a été prise en compte par le président de la CENI. Mais non seulement la décision qui a été prise n'a pas tenu compte de la proposition des partis politiques, qui, je le rappelle, était de 3 millions et 2 millions. Si on ne tient pas compte de la proposition des partis politiques, on ne tient pas compte de la proposition des membres de la CENI, alors là, c'est quand même très difficile. Malgré la réserve qu'ils émettent sur cette décision, ce député de l'UFDG n'envisage pas la politique de la chaise vide. Aujourd'hui, il souhaite tous que les candidats indépendants participent à ces élections. Que toutes les personnes indépendantes qui veulent assister librement, puisque les candidatures indépendantes sont autorisées, puissent aussi participer à la compétition. Alors si vous fixez la caution très très haute, ça peut empêcher la participation d'un plus grand nombre de personnes. Il compte entamer des discussions avec l'institution en charge des élections sur le montant fixé. Il faut rappeler que les partis politiques avaient proposé des montants allant de 2 500 000 pour les candidats des communes rurales et 4 millions pour ceux des communes urbaines. À moins de 3 mois des élections locales, l'heure est au préparatif et cette fois-ci, acteurs politiques, députés, société civile, tous se mobilisent pour la promotion de la jeunesse et de la gente féminine. Une dizaine de candidats indépendants et autres ont pris part ce matin à une formation sur les éléments du cadre légal liés aux élections locales et les analyses sur les opportunités et contraintes relatives aux candidatures des jeunes. Alcéni Bari et Abdoulaye Kamara signe ce compte rendu. Prévu pour le 4 février prochain, les élections locales devraient permettre aux jeunes et à la gente féminine de se lancer dans l'arène politique. Raison pour laquelle ce jeune député et les partenaires ont organisé cette rencontre. D'abord, il s'agit de partager les éléments du cadre légal liés aux élections locales.
Ensuite, faire des analyses sur les opportunités et contraintes relatives à leur candidature. Ces élections, du moins ce qui vont se dérouler, peuvent de véritables opportunités pour nous en tant que jeunes. Il suffit de la saisir. Donc si vous voyez aujourd'hui que je suis député, parce qu'il y a eu une certaine persévérance de la jeunesse, donc tout porte à croire que ces jeunes aussi peuvent, nous en tant que jeunes, on peut être demain des maires, des conseillers, des vice-maires, ou peut même voir des présidents de conseils régionaux. La jeunesse guinéenne est estimée à plus de 74%. Son rôle pour l'épanouissement de la Guinée s'avère donc fondamental. Leur contribution aiderait la République de Guinée à faire face aux défis de développement économique, de développement social, de sécurité, parce que là où les jeunes sont engagés et participent à l'action publique, il y a apaisement, il y a développement et il y a sérénité politique. Apparemment, la jeune féminine est moins représentée. Ses futurs candidats lui lancent un appel. Un mémorandum a sanctionné la rencontre. Il prend en compte toutes les difficultés et facilite la tâche aux jeunes désireux de se porter candidats. Éducation, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas à Conakry. Après quelques jours de perturbations dues à la grève des enseignants, les cours reprennent à la normale dans certaines écoles. Et ce jeudi au lycée et collège équipés, les élèves étaient en classe, y compris certains professeurs. Notre équipe de reportage est allée pour le constat. Malik Songane Kamara et Aboubakar Din Kamara. Le lycée équipé est l'un des plus grands établissements de la commune de Ratoma. Dans la cour, un calme règne ce jeudi matin. Les élèves se trouvent dans les classes pour suivre les cours. D'autres sont en pleine évaluation. Il y a certains élèves qui s'absentent, je ne sais pas pourquoi, mais quand même on suit bien les cours ici. Et aujourd'hui, on a une évaluation à faire en économie et ça se passe à merveille. Le proviseur du lycée nous reçoit dans son bureau pour nous faire l'état des lieux après quelques jours de perturbations. Les élèves viennent effectivement à l'école, mes professeurs viennent effectivement à l'école. Aujourd'hui, sur 24 programmés, 21 sont venus. Jusqu'à présent, certains parents d'élèves ou apprenants n'ont pas le courage de reprendre le chemin de l'école, malgré toutes les mesures annoncées par le gouvernement. Cet encadreur n'oblige pas les élèves à reprendre le chemin de l'école, mais interpelle les candidats aux différents examens. Nous ne pouvons pas tout à fait obliger les parents à faire venir leurs enfants. On ne peut pas obliger. Cependant, les élèves connaissent ce qui les attend en fin d'année. Et les parents aussi savent. Malgré des jours passés sans recevoir de leçons, ces élèves n'entendent pas se livrer à la violence. Ils préfèrent s'abstenir de tout mouvement de destruction. C'est la perte à nous les élèves parce que c'est nous qui cherchons notre avenir, eux ceux qui se battent et qui eux ont déjà leur avenir bien fait, ou les hommes déjà qui créent ça, je veux dire le chef de gouvernement et autres, eux ont leurs enfants déjà ailleurs, nous sommes là, nous cherchons notre avenir. La mobilisation des élèves dans les 3 écoles publiques d'équipés est considérable, même si certaines salles de classe restent vides ou démembrées par manque d'élèves ou de professeurs. Et sur un autre plan, le royaume chérifien vient d'offrir un lot de matériel informatique au bureau de la conservation du ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. La remise de ces matériels vise à faciliter l'informatisation du système cadastral et les titres fonciers. Mariam Fodé-Camara et Lamine Silla. Ce don est composé d'ordinateurs, d'imprimantes, de traceurs et de scanners. Une manière de faciliter l'acquisition des titres fonciers en Guinée. Nous sommes ici dans le volet informatique pour faire la scannerisation et la GED en un premier point. Puis dans un deuxième volet, assister et transférer les compétences à notre confrère guinéen, technicien, expert et ingénieur en informatique. Et tout ce cadre, ça sera en faveur du développement et de la prospérité du citoyen guinéen. Le représentant du ministre de l'Habitat n'a pas caché sa joie. C'est un sentiment honnêtement de fierté, de satisfaction, un sentiment qui permet à ce département d'aller beaucoup plus vite en avant maintenant dans la délivrance des titres fonciers, dans la sécurisation des titres fonciers et de tout autre document de propriété. Parce que ça ne concerne pas uniquement que les titres fonciers, même les arrêtés seront numérisés à ce niveau, les plans de masse seront numérisés à ce niveau et tout ce qui s'ensuit.
Pour le conservateur foncier de Conakry, ce geste vient à point nommé car il permettra de gérer les différents et incessants conflits domaniaux. Avec ces équipements, on pourra résoudre beaucoup de problèmes. Parce qu'avec l'informatisation, les doublons seront évités. Déjà, on a mis un système informatique au niveau du cadastre où on a mis un système de saisie et de codification. Ça, c'était pour bloquer un peu, pour ralentir ou empêcher les doublons. Ça, c'est chose faite. Avec aujourd'hui le renforcement des capacités, avec la réception de ces outils, on va améliorer encore le système informatique. Une formation des cadres du dit département est en cours. Elle vise à mieux les adapter aux nouvelles méthodes de travail. À la deuxième phase du projet de reconstruction de la voirie du rond-point de Matoto a débuté ce jeudi. L'entame de ces travaux de réhabilitation n'est pas sans conséquence. Les dispositions techniques prévues par la société exécutante sur une des voies occasionnent d'énormes embouteillages. Les usagers se sont prononcés sur cette situation. Suivez le constat de Kadia Diallo et de Ibrahima Souri Kamara. Le redémarrage des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Matoto tend vers sa seconde phase. Ce jeudi, l'entame des opérations a causé des bouchons monstres allant sur le tronçon de la tannerie au rond-point de Matoto jusqu'à Sangoya. Ces travaux devaient tenir compte des usagers de la route de manière à ce que les travaux ne portent pas préjudice au déplacement des usagers pendant les heures de pointe, décrit un spécialiste des travaux publics. Moi, je m'occupe des routes en terre. Un contrat, s'il est bien élaboré, c'est le résultat d'une bonne étude, suivi d'une bonne exécution, mais contrôlée. Donc à ce niveau, je crois qu'il y a quelque chose qui manque. L'entreprise doit s'organiser à mettre deux équipes. Une équipe qui travaille la nuit et une autre équipe qui travaille la journée pour éviter cette merde. Ces opérations de réhabilitation du rond-point ne permettent pas à un meilleur trafic routier, occasionné quelquefois par l'incivisme de certains chauffeurs, entretenus et encouragés par des agents de la police routière. Ces images démontrent l'effectivité de la pratique. Depuis à 9h jusqu'à aller à Moussa-Son, qu'il fait 36 jusqu'à Sangoya, il n'y a rien. Mais Sangoya, entre Sangoya et ici, là, il y a trop de fatiguement. C'est pourquoi aller là, ils ont dit que le taximan n'est pas bon. Ça te fait que le taximan est bon. Mais toi, tu ne peux pas prendre le 5 personnes pour s'asseoir dans la moitié de 3 heures de temps, 4 heures de temps. Ça, c'est pas la peine, ça c'est un pet. Le temps est dur, bon, aussi, si le temps n'a pas dû, les gens peuvent marcher n'importe comment. De nombreux usagers étaient dans l'obligation de faire le trajet à pied. Certains durant plusieurs heures bloqués dans la file d'embouteillage. Non seulement les chauffeurs ne jouent pas leur rôle, et ils ne savent pas les codes de conduite, comment rester et comment garer, mais aussi les policiers ne jouent pas leur rôle, ils ne font que commander de l'argent. Ces opérations, dont la durée d'exécution des travaux durera 2 mois, semblent avoir d'ores et déjà une répercussion sur l'activité économique, ont fait remarquer certains riverains. Ce 30 novembre, le Maouloud est célébré dans bon nombre de pays musulmans. La Guinée n'échappe pas à cette règle et ce jour marque la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, en jour de prière et de sacrifice. Le sens de cette fête musulmane, c'est dans ce reportage de Calisso et de Mohamed Bangoura. Aujourd'hui, nous sommes dans la nuit de Maouloud, c'est-à-dire la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est un jour solennel, historique pour les pratiquants de l'islam. Cet imam nous dit pourquoi cette date est célébrée par les musulmans depuis plusieurs siècles. Pourquoi ils vont manifester leur joie? C'est parce que c'est le jour-là Dieu a éclairé le monde par la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Mawlud n'est pas une fête de réjouissance et de danse. C'est un jour où les fidèles se réunissent dans les mosquées pour lire le Coran, implorer la grâce d'Allah. Vous pouvez vous réunir à la mosquée. Vous choisissez quelqu'un qui a la culture islamique, qui connaît l'histoire des prophètes. Parce que tous les musulmans doivent connaître l'histoire des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, pour se comporter comme il s'est comporté, pour adorer Dieu comme il a adoré.
Tous les musulmans doivent connaître ça pour l'imiter, parce que c'était un homme complet. Une alternative est offerte à ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller à la mosquée cette nuit. Mais c'est lui qui est à la maison, qui choisit ces nuits-là où ces jours, il dit c'est un grand jour, je vais lire beaucoup le Coran, je vais faire beaucoup de prières, ou bien je vais faire les sacrifices pour les gens qui n'ont pas les moyens, aussi vont bénéficier la bénédiction de Dieu. À rappeler que la célébration du Mawlud ne fait pas l'unanimité dans le monde musulman. Certains la considèrent comme bid'a, c'est-à-dire une invention religieuse. 10 ans, ça se fête. L'artiste Petit Kanga célèbre dès demain le 10e anniversaire de sa carrière musicale au Palm Camaïen, le lendemain au Palais du Peuple. Ce jeudi, il était face à la presse pour parler de cet événement qu'il compte célébrer de façon particulière. Reportage Mohamed Valek Touré et Yacouba Traoré. Pour célébrer ses 10 ans de carrière musicale, l'artiste et son staff ont prévu 72 heures de festivités. Ils invitent leurs fans ce vendredi au Palm Camaïen et le samedi au Palais du Peuple pour marquer cet événement annoncé gigantesque. Vous voyez, aujourd'hui j'ai fêté mes 10 ans, c'est parce qu'on a eu à faire beaucoup de choses, c'est pour cela que j'ai eu le courage de fêter mes 10 ans. J'espère qu'on va vraiment faire quelque chose que les gens vont aimer, le premier au Palm, le 2 au Palais du Peuple. Célébrer les 10 ans de succès musical nécessite pour l'artiste une sorte d'introspection et de bilan. Déjà 4 albums sur le marché, Petit Kanga a aussi engrangé plusieurs prix pour le titre de meilleur chanteur. Il précise que le concert du 1er décembre va être un concert à guichet fermé. Une soirée VIP est limitée par 600 personnes. Je dirais à mes fans d'avoir confiance à Petit Kanga. Petit Kanga va aller jusqu'au bout. Je continue à travailler et jusqu'au bout, Inch'Allah. De nombreux artistes guinéens comptent être sur scène avec Petit Kanga pour célébrer ensemble ses 10 ans de succès sur la musique guinéenne. L'actualité sur le continent en marge du sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu à Abidjan. Le président sénégalais Macky Sall s'est exprimé sur la traite des Noirs en Libye. Je vous propose d'écouter le président sénégalais. Le Maroc, comme la Tunisie, donc tous les pays de l'Afrique du Nord sont des pays de transit parce qu'ils sont entre l'Europe et l'Afrique. Donc forcément, je salue d'ailleurs le rôle du Maroc qui a quand même contenu plusieurs milliers de migrants et qu'il a fait dans la dignité. Alors, nous avons regretté et condamné fermement ceux qui s'adonnent au trafic d'êtres humains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter qu'un pays, quel qu'il soit, puisse se permettre sur son territoire de voir des êtres humains vendus. On ne peut pas l'accepter. Et ça, les Africains du Nord comme du Sud ont intérêt à ce que ce débat soit restreint et limité sur le strict cadre du traite des êtres humains. Et non pas sur une question raciale, puisque ça va être très grave. Lorsqu'on voit l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, il faudrait éviter d'en arriver à cela. Donc pour cela, il faut que nous prenions nos responsabilités par rapport à ce que nous devons faire ensemble pour mettre un terme à ce trafic abject qu'on ne peut pas accepter. De toute façon, le temps est révolu où un quelconque pays ou une quelconque race peut penser. Au centre du Tokyo, Hidemishu Oshima et son équipe nettoient l'appartement d'un homme mort seul sur son futon sans que personne ne s'en aperçoive. Une telle situation est loin d'être un cas isolé au Japon où les plus de 65 ans représentent déjà 27,7% de la population et où le nombre de personnes seules explose. Le phénomène a même un nom, littéralement mort solitaire. Suivez. Le masque, c'est pour l'odeur. Hidemitsu Oshima est déménageur, mais ses clients sont particuliers. Il vide et nettoie les appartements des personnes mortes dans la solitude et l'anonymat. Aujourd'hui, il s'occupe d'un appartement du centre de Tokyo, où le corps d'un homme d'une 50aine d'années a été retrouvé 3 semaines après son décès. C'est finalement l'odeur qui a alerté les voisins. Apparemment, c'était quelqu'un qui aimait les CD et la musique. Et quand je vois qu'on avait un peu les mêmes goûts, je me dis qu'on aurait pu s'entendre si nos chemins s'étaient croisés. Au Japon, ce phénomène a un nom, Kodokushi, ou littéralement mort solitaire. Aucun chiffre ni définition officielle n'existe,
Mais les estimations vont jusqu'à 30 000 cas par an. Ce qui semble encore loin du compte pour ce professionnel des déménagements post-mortem. Il ne s'agit que du nombre de personnes qui ont été comptabilisées. Et je pense qu'on peut estimer qu'il y a au moins 2 ou 3 fois plus de cas de mort solitaire. Ce kodokushi est avant tout l'illustration du changement de la société japonaise et de l'isolement qui en résulte. Dans ce contexte de mutation sociale, on ne peut plus s'appuyer comme autrefois sur les familles. Elles n'ont plus aujourd'hui la capacité de prendre en charge cette assistance. La culture nippone, tout en retenue, empêchera souvent une personne âgée de demander de l'aide à ses voisins par peur de déranger. Ajoutez à cela le vieillissement chronique de la population et la baisse du nombre de mariages au Japon, Hidemitsu et ses collègues ne risquent donc pas le chômage technique de sitôt. Et alors que la police recherche la piste des proches du défunt, ils emportent avec eux les dernières traces de la vie de celui qui a habité ici. Sur les rives du Bosphore, chaque jour, plusieurs milliers de pêcheurs amateurs perpétuent une vieille tradition d'une ville traversée par la mer. Mais les poissons se font de plus en plus rares, conséquence de la pollution et des mauvaises pratiques de certains. Suivez. Entre le Bosphore et la Corne d'Or, les bateaux accostent à quelques mètres de sa ligne. C'est ici sur le port de Karaköy à Istanbul que depuis 2 mois, Chérife Doğan s'exerce à sa nouvelle passion. Les gestes sont encore un peu hésitants, mais le plaisir intact. Elle est venue sur les conseils de son médecin. Pour elle, la pêche, c'est comme une thérapie. Je suis tombée malade, je souffre de diabète. Je viens ici pour me détendre, me vider l'esprit et aussi pour passer le temps, comme je suis désormais à la retraite. C'est vraiment très agréable et c'est vrai ce qu'on dit. Une fois qu'on a essayé, on ne peut plus s'en passer. C'est le cas de Fouad. Depuis 50 ans, il ne peut pas s'en passer. Entre loisirs et moyens d'arrondir ses fins de mois, il fait partie des centaines de pêcheurs qui chaque jour s'installent sur le mythique pont de Galata. Mais au fil du temps, il a vu ses prises se dégrader. Les pêcheurs sont de plus en plus nombreux et ils ont peu de connaissances, alors tous les beaux poissons d'autrefois sont partis. Des amateurs toujours plus nombreux qui pêchent des poissons trop jeunes et n'hésitent pas à en faire une activité commerciale. À tout cela vient s'ajouter la pollution liée à l'important trafic maritime. Les eaux du Bosphore subissent une inéluctable dégradation. Si l'on compare la population de poissons avec les années 80-90, on constate une baisse de l'ordre de 50%, c'est-à-dire que l'on est vraiment sur la mauvaise voie. Sur ces 32 km de long, en bateau ou installés sur la rive, le Bosphore est fréquenté chaque jour par plusieurs milliers de pêcheurs amateurs. Parmi eux, certains ont compris les risques et relâchent les jeunes poissons. Ça ne sert à rien de pêcher de si minuscules poissons, il me faudrait au moins des chinchards. Cette passion de la pêche reste intimement liée à Istanbul, la seule ville au monde traversée par la mer et située entre 2 continents. Et voilà, c'est cet élément qui met fait à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité et bonsoir.